Sur cette image, deux femmes s'enlacent. Rien que de plus banal, sauf que l'une d'elles va mourir dans d'atroces souffrances. L'autre découvrira qu'elle partageait l'homme qu'elle aimait avec une femme enceinte de 7 mois. Ce qu'elles ignorent encore, cet homme empoisonnait sa compagne tasse de thé après tasse de thé, depuis des mois. Et quand la vérité éclate, il ne lui porte pas un coup de couteau, mais 37. Voici l'histoire d'un féminicide qui a glacé l'Italie. More best please. We need to craft an even more engaging hook for voix sauvée, 25 à 35 secondes. The preview one was strong but we quand elle va it. More tension, perhaps a rhetorical question, sharp imagerie, a shocking fact, and a call to listen. Keep it concise, dramatique, and suitable for a true crime narration style. ILL write a new version with a punchy opening, maybe starting with a direct question, then revealing the layer, ending with a powerful statement that compels the viewer to stay. Voici une accroche encore plus percutante, conçue pour capturer l'attention dès la première seconde, avec un rythme haletant et une chute qui donne froid dans le dos. Script d'accroche, 2-5-3-5 secondes. Que voyez-vous? Deux amis qui se font la bise. Une scène ordinaire, anodine. Mais dans cette image, il y a 3 personnes. L'une est déjà condamnée. Elle porte un enfant dont elle ignore qu'il est empoisonné depuis 4 mois. L'autre ignore qu'elle partage sa vie avec un homme qui a préparé son crime sur Internet, en cherchant comment tuer avec du mort au rat. Ce soir-là, il ne lui donnera pas une mort douce. Il lui donnera 37 coups de couteau. Et pourtant, elle l'aimait. Bienvenue dans l'affaire qui a glacé l'Italie. Que voyez-vous sur cette image? À première vue, 2 jeunes femmes qui s'enlacent au milieu d'une rue, dans une étreinte qui semble ordinaire, presque banale. Une scène comme il en existe des milliers chaque jour, dans n'importe quelle ville du monde. Pourtant, dans ce cas précis, cette apparente normalité est trompeuse. Chacune de ces 2 femmes porte en elle un secret si lourd qu'il va sceller leur destin. L'une d'elles périra dans d'atroces souffrances. En réalité, ce ne sera pas une, mais 2 vies qui s'éteindront. Car sur cette image, il y a 3 personnes. La troisième est encore invisible, mais elle est bien là, à naître. Ce qui suit est le récit d'une disparition, d'une manipulation méthodique et d'un crime qui a profondément marqué l'Italie, laissant derrière lui une famille brisée et une question sans réponse. Comment un amour annoncé comme parfait a-t-il pu basculer dans une telle horreur? L'année 2023 s'annonce radieuse pour Giulia Tramontano, une jeune femme de 29 ans originaire de Naples, installée depuis quelques années dans la région milanaise. Dans le secteur de l'immobilier, elle s'est forgée une réputation solide, agent passionné, déterminé, mais aussi d'une honnêteté scrupuleuse. Élevée dans des valeurs chrétiennes, elle a toujours refusé de franchir certaines limites pour réussir, convaincue que l'on peut avancer sans écraser les autres. Sa détermination, sa gentillesse, sa rigueur finissent par payer, et elle se fait peu à peu une place dans un milieu où la concurrence est féroce. Mais c'est dans sa vie personnelle que le bonheur semble le plus intense. Quelques mois plus tôt, Giulia a appris qu'elle attendait un enfant, un petit garçon qu'elle a déjà prénommé Thiago. Ce bébé, elle le porte avec l'homme qu'elle aime depuis 3 ans, Alessandro Impagnaciello, un barman de 30 ans travaillant dans un hôtel de luxe à Milan. Le couple s'est rencontré en 2019 et a emménagé ensemble 1 an plus tard à Senago, une petite commune située à une dizaine de kilomètres du centre milanais. Pour Giulia, tout semble s'aligner. Elle se projette dans l'avenir avec Alessandro. Une maison, une famille, une vie commune stable. Proche de sa mère, Loredana, elle lui envoie régulièrement des photos de son ventre rond et la tient informée de chaque achat pour la chambre du bébé. Rien ne semble pouvoir assombrir ce tableau. Pourtant, un malaise s'installe. Depuis quelques semaines, Giulia se plaint de symptômes persistants, douleurs abdominales vives, maux de tête intenses, fatigue inhabituelle. Son entourage remarque également son teint pâle et ses lèvres gercées, parfois tremblantes. Elle attribue ces signes à sa première grossesse, aux fluctuations hormonales, au rythme soutenu du travail. Elle essaie de se reposer davantage, de lever le pied, de modifier son alimentation. Alessandro, quant à lui, se montre attentionné. Il lui prépare une tasse de thé, lui fait couler un bain. À ce stade, rien ne laisse présager l'horreur à venir. À mesure que les semaines passent, l'état de santé de Giulia se dégrade. Les crampes deviennent plus fréquentes, plus violentes, au point qu'elle finit par soupçonner une allergie aux vitamines prénatales qu'elle prend quotidiennement. Elle change plusieurs fois de compléments alimentaires, modifie son régime, mais rien n'y fait. Son corps semble rejeter quelque chose qu'elle ne comprend pas encore. Parallèlement, une autre inquiétude s'immisce dans son esprit. Alessandro, si présent les premiers mois, devient plus distant, parfois nerveux, froid.
Julia choisit de ne pas s'alarmer, elle met ce changement d'attitude sur le compte du stress lié à l'approche de la naissance. Elle veut préserver l'équilibre de son couple, protéger cette bulle de bonheur qu'ils sont en train de construire. Elle passe l'éponge, encaisse les silences, espérant que tout rentrera dans l'ordre. Mais les tensions s'accumulent. Le 27 mai 2023, elles atteignent leur paroxysme. Ce jour-là, Julia découvre l'impensable. Alessandro mène une double vie. La révélation lui parvient par l'intermédiaire d'une inconnue qui la contacte sur les réseaux sociaux. Cette femme, un peu plus jeune qu'elle, est une collègue d'Alessandro dans l'hôtel de luxe où il travaille. Après avoir vu une photo de vacances du couple, elle a ressenti le besoin de rencontrer Julia. Le soir du 27 mai, elle se retrouve à l'hôtel. La scène est glaçante. La collègue lui apprend qu'elle est en couple avec Alessandro depuis 1 an. Qu'ils ont des projets d'avenir ensemble. Qu'elle ignorait tout de l'existence de Julia, ou du moins ce qu'on lui en avait dit. Selon Alessandro, Julia était une ex-compagne dépressive, instable, qu'il continuait à voir par devoir moral. Les deux femmes comparent leurs versions. Le puzzle se reconstruit. Alessandro n'a jamais cessé de mentir. Il a jonglé entre elles, inventant des heures supplémentaires, des déplacements professionnels, des obligations familiales. Et ce n'est pas tout. La maîtresse révèle à Julia qu'elle est tombée enceinte d'Alessandro début 2023, 3 mois après Julia. Il l'a convaincue d'avorter. Julia, elle, a choisi de garder Thiago. Ce que comprend Julia, ce soir-là, c'est qu'elle n'a jamais été la seule. Et que l'homme qu'elle aimait a tout organisé pour que les deux femmes ignorent tout l'une de l'autre. De retour à l'appartement de Senago, la dispute éclate. Julia, dévastée, confronte Alessandro. Les mots sont durs, les larmes coulent. Elle lui annonce qu'elle le quitte, définitivement cette fois. Elle partira dès qu'elle le pourra. Elle élèvera Thiago seul, sans lui. Aux alentours de 21h, Julia envoie un dernier message à une amie. Elle dit être épuisée, avoir besoin de se reposer. Puis plus rien. Le lendemain, dimanche 28 mai, sa mère Loredana s'inquiète. Sa fille ne l'a pas appelée, ce qui est contraire à ses habitudes. Le téléphone de Julia est inactif. Tous les messages et appels de la famille restent sans réponse. Alessandro envoie lui aussi plusieurs messages à Julia, lui demandant où elle se trouve. Puis il part travailler, comme si de rien n'était. Dans la soirée, sous l'insistance répétée de Loredana, Alessandro se rend à la gendarmerie, accompagné de sa propre mère, pour signaler la disparition de sa compagne. Lors de sa première déclaration, il admet la dispute de la veille. Selon lui, Julia a quitté le domicile de son plein gré, emportant quelques affaires. Il ne s'inquiète pas outre mesure, mais il aimerait être rassuré, car elle est enceinte de 7 mois. Il fournit même une adresse où elle pourrait se trouver. Une adresse qui s'avérera totalement fictive. La famille, elle, ne croit pas à un départ volontaire. Chiara, la sœur de Julia, contacte dès le dimanche soir la rédaction d'une célèbre émission italienne consacrée aux disparitions, Chi l'ha visto? Qui l'a vu? La mobilisation s'organise. L'affaire devient virale. Très vite, les enquêteurs notent des incohérences. Les caméras de surveillance de Senago, qui couvrent la quasi-totalité de la commune, ne montrent nulle trace de Julia. Aucune image ne laisse penser qu'elle a quitté les lieux par ses propres moyens. Par ailleurs, une jeune femme se présente spontanément aux carabiniers, la maîtresse d'Alessandro. Son témoignage est accablant. Elle raconte la liaison, la manipulation, et surtout les faits du 27 mai au soir. Elle explique avoir échangé des messages avec Julia jusqu'à 23h, après quoi le contact a cessé. Inquiète, elle a appelé Alessandro, qui lui a d'abord répondu que Julia était allée se coucher, puis qu'elle était partie dormir chez une amie. Puis, dans la nuit, aux alentours de 3h du matin, Alessandro s'est présenté sous la fenêtre de sa maîtresse, la suppliant de le laisser entrer. Il lui a dit qu'il avait une bonne nouvelle, Julia ne se mettrait plus jamais en travers de leur chemin. La jeune femme, apeurée, a refusé de lui ouvrir. Ce récit détruit la version d'Alessandro selon laquelle Julia aurait passé la nuit à leur domicile et serait partie le lendemain matin. Le 30 mai, les carabiniers perquisitionnent l'appartement de Senago. Les découvertes sont immédiates. Le téléphone portable de Julia est toujours sur place, ce qui contredit toute hypothèse de départ volontaire. Mais c'est l'intervention des techniciens scientifiques du RIS, l'unité d'investigation scientifique des carabiniers, qui va sceller le sort de l'affaire. Le luminol, ce révélateur de traces de sang qui émet une lumière bleue au contact de l'hémoglobine, est pulvérisé. Dans le salon, une immense quantité d'hémoglobine apparaît, révélant qu'un corps a perdu la vie dans cette pièce.
Des traces de nettoyage à l'eau de Javel et à d'autres détergents sont manifestes. Le produit chimique est ensuite utilisé dans le couloir, dans l'escalier de l'immeuble. Les lumières éteintes, de longues traînées bleues dessinent un chemin, celui du cadavre, traîné depuis le salon jusqu'au garage. La voiture du couple, une Volkswagen T-Roc, est également examinée. Dans le coffre, des projections sanguines sont retrouvées, confirmant que le véhicule a servi au transport du corps. Parallèlement, Alessandro, convoqué par les enquêteurs, commet une erreur aussi stupéfiante qu'accablante. Alors qu'il se trouve dans les locaux des carabiniers, il effectue une recherche sur son téléphone portable. À 11h06, comment enlever des taches de sang? Cette recherche sera ajoutée au dossier comme une preuve à charge. Le 31 mai, 4 jours après le meurtre, Alessandro craque et passe aux aveux. Il reconnaît que Giulia est morte et qu'il en est responsable. Mais il tente d'imposer une version qu'il espère atténuer, voire rendre presque acceptable. Selon lui, après la dispute du 27 mai, Giulia, en proie à un profond désespoir, s'est emparée d'un couteau dans la cuisine pour tenter de se trancher les veines. Il explique l'avoir tenue, puis, face à ses supplications de la libérer, il lui aurait porté un coup fatal à la gorge. Il présente cela comme un geste d'amour, presque compassionnel, qui aurait entraîné la mort de Giulia et de son bébé. Cette version est immédiatement jugée invraisemblable par les enquêteurs. Mais elle a au moins le mérite de fournir des indications sur le sort du corps. Alessandro raconte avoir d'abord tenté de brûler le cadavre dans la baignoire, avec de l'alcool éthylique, puis avoir caché les restes dans la cave de l'immeuble. Dans la nuit, il a déplacé le corps dans le garage, où il a à nouveau essayé de l'incinérer avec de l'essence. Face à l'échec des tentatives de crémation sauvage, il a fini par remonter se coucher. Le lendemain matin, vers 7 heures, les caméras de la résidence le montrent quittant les lieux, les bras chargés de sacs contenant les vêtements ensanglantés de Giulia. Il se rend à son travail comme si de rien n'était. Le 31 mai, il charge le corps dans le coffre de sa voiture et le transporte dans une zone isolée, près d'un immeuble en construction à quelques centaines de mètres de l'appartement. C'est là que les enquêteurs retrouveront le corps de Giulia, partiellement carbonisé, enroulé dans des sacs plastiques, avec quelques chiffons posés grossièrement sur elle. Le fœtus de Thiago est découvert à proximité. L'autopsie va définitivement réduire à néant la version du meurtre compassionnel. Le corps de Giulia présente 37 coups de couteau, principalement localisés au niveau de la gorge et du haut du torse. La première blessure a été portée dans le dos, alors qu'elle ne s'y attendait pas, sans possibilité de se défendre. Loin d'un geste unique et désespéré, il s'agit d'un véritable acharnement, d'une violence froide et déterminée. Aucune blessure n'est constatée au niveau du ventre, mais Thiago est mort avec sa mère, privé de toute chance de naître. L'arme du crime, un couteau de cuisine provenant du bloc de l'appartement, est retrouvé caché dans le four. Par ailleurs, l'analyse toxicologique révèle un fait d'une gravité encore supérieure. Le sang de Giulia et celui du fœtus contiennent une quantité significative de morora, avec une augmentation nette de l'administration dans les semaines précédant le décès. Les symptômes dont Giulia se plaignait depuis des mois, nausées, crampes, fatigue, pâleur, n'étaient pas liés à sa grossesse, mais à un empoisonnement méthodique, administré à petite dose. Chaque tasse de thé préparée par Alessandro, chaque geste d'attention apparente, participait en réalité à une tentative d'élimination lente, destinée à faire disparaître la mère et l'enfant sans éveiller les soupçons. Les enquêteurs explorent alors l'ordinateur et le téléphone d'Alessandro. L'historique de navigation est édifiant. Dès janvier 2023, 4 mois avant le meurtre, Alessandro avait effectué des recherches sur la quantité de morora nécessaire pour tuer une personne. Plus tard, il s'était interrogé sur l'effet du poison dans une boisson chaude, sur le temps d'action de la molécule dans le sang, et même sur les raisons pour lesquelles l'effet tardait à se manifester. Ses recherches ne se limitaient pas au poison. Il avait également cherché comment se débarrasser d'un corps, comment effacer des traces de sang, et s'était intéressé de très près au procès d'Alberto Stasi, un étudiant italien condamné pour le meurtre de sa petite amie en 2007, après plusieurs rebondissements judiciaires. Ces recherches établissent clairement une volonté de planification, une préparation minutieuse du crime, bien avant que Giulia ne découvre la double vie de son compagnon. Lors de son procès devant la cour d'assises de Milan, en janvier 2024, Alessandro maintient sa version, il nie la préméditation, minimise ses recherches, les attribue à de simples curiosités, au hasard. Il tente de faire porter son geste à un état de stress aigu après la découverte de sa double vie. Selon lui, c'est la peur de perdre sa maîtresse, la peur du scandale, qui l'ont poussé à ce geste irréparable.
Les experts psychiatres, eux, dressent un tout autre portrait. Alessandro est décrit comme un pervers narcissique, froid, calculateur, manipulateur, doté d'un ego surdimensionné et d'une absence totale d'empathie. Selon l'accusation, il a tué Giulia non pas sous l'effet de la panique, mais parce qu'elle avait découvert son double jeu et menaçait de révéler son vrai visage à son entourage. Il voulait également se libérer pour vivre sereinement sa liaison, sans avoir à subvenir aux besoins d'un enfant dont il n'a jamais voulu. La procureure évoque une combinaison de psychopathie, de narcissisme et de machiavélisme. Le verdict tombe, Alessandro Impagnaciello est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre aggravé, dissimulation de cadavres et interruption de grossesse sans consentement. Il est également condamné à verser 200 000 € aux parents de Giulia et 150 000 € à son frère et à sa sœur. La sentence est confirmée en appel en juin 2025, closant ainsi l'un des procès les plus médiatisés de l'Italie récente. Giulia Tramontano devait donner naissance à Tiago en juillet 2023. Elle n'a vu ni l'été, ni son fils grandir. Son histoire a profondément bouleversé l'Italie, non seulement par l'horreur des faits, mais aussi par la mécanique glaçante d'une manipulation qui s'est exercée pendant des mois sous les yeux de tous, cachée derrière des gestes d'amour apparents. Ce féminicide est devenu l'un des symboles de la lutte contre les violences faites aux femmes en Italie, rappelant que derrière une façade de normalité peuvent se cacher les plus grands noirceurs. La rue où Giulia et la maîtresse d'Alessandro se sont rencontrées pour confronter leur vérité n'est plus seulement le lieu d'une étreinte anodine, elle est devenue le point de départ d'une prise de conscience tragique où la vie bascule en un instant, et où l'amour, lorsqu'il est dévoyé par la manipulation et l'égoïsme, peut conduire à l'irréparable.